Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom et bonjour à notre invité Jean-Jacques Velasco. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes ingénieur diplômé de l'école d'optique de Paris. Vous avez travaillé au CNES, le Centre national d'études spatiales, avant de rejoindre le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Dont vous êtes devenu le directeur entre 1983 et 2004. Votre expérience fait de vous l'un des premiers experts mondiaux sur la question des ovnis. Et vous publiez l'ouvrage que voici chez Guy Trédaniel, éditeur, Roswell, l'enquête qui change tout, ouvrage postfacé par Alain Juillet, ancien directeur des renseignements de la DGSE. Alors, Jean-Jacques Velasco, votre travail, débuté en 1978, vous a permis, et je vous cite en substance, d'affirmer que les forces américaines, les forces armées exactement, ont récupéré un artefact dont l'origine et la nature, probablement exogènes, les ont amenés à maintenir le secret sur leur découverte. L'histoire commence entre la nuit du 2 et du 3 juillet 1947 dans la petite ville de Roswell au Nouveau-Mexique avec une observation par un couple d'Américains, les Wilmot. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce qu'ils déclarent avoir vu ? Oui, cette fameuse nuit, effectivement, du 2 au 3 juillet 1947, en fait, ces personnes vont être témoins d'un phénomène qui s'est déroulé dans le ciel et qui va leur faire sans doute rapporter ce qu'ils ont vu auprès d'un journal local, le Roswell Daily Record, qui va donc s'additionner au fait que dans ce même journal, il avait été déclaré officiellement par le correspondant communication de la base, Walter Haut, qui était un officier, que l'armée américaine avait récupéré une soucoupe volante. Mais ce que apporte ce témoignage du couple Wilmot, c'est qu'ils vont décrire très précisément ce qu'ils ont observé comme étant un objet massif qui a traversé le ciel et qui est en concordance totale avec ce qui a été rapporté par la suite, là où on a trouvé effectivement des débris d'un énorme objet. Un objet, dites-vous, entre 50 et 100 mètres de diamètre qui va se cracher dans le ranch Foster. Absolument. Pourquoi cette dimension ? Parce que eux vont le décrire comme étant un objet qui fait une dimension de 4 à 5 mètres, or ils sont à 40 km. Et un objet de 4 à 5 mètres à 40 km, quand on fait le rapport, on tombe sur un objet qui est gigantesque. Mais là, ne s'arrête pas leur observation, parce qu'ils décrivent aussi la durée, la trajectoire. Et la durée est de l'ordre de 40 à 50 secondes. Et quand on sait qu'un objet qui, sur un champ de vision de 100 km, se déplace pendant une quarantaine ou une cinquantaine de secondes, ça veut dire qu'on est dans le domaine des hypervélocités. C'est-à-dire que l'objet en question, d'après les calculs qu'on a pu faire par rapport à son témoignage, se déplaçait de l'ordre de plus de 7000 km/h. Et quand on rajoute leur observation avec les témoins qui ont fait état de la trace qui avait été provoquée au moment du crash, on s'aperçoit que ça correspond tout à fait au niveau des dimensions. Puisque l'objet a fait un sillon sur le sol d'à peu près 200 à 400 mètres de longueur, et qu'en plus, il a fait une empreinte au moment de l'explosion qui correspond au diamètre qui avait été perçu par le couple Wilmot. C'est-à-dire que là, on a une corrélation entre l'observation et l'empreinte qui a été faite sur le sol. Alors, vous proposez votre scénario du crash, ou plutôt des crashs, puisque ce que vous appelez l'objet principal a éjecté une navette de sauvetage en forme d'œuf de la taille d'une grosse voiture avant de s'écraser. Alors, ça, c'est tout à fait cohérent, à la fois avec la trajectoire, mais aussi avec les témoignages qui ont été recueillis, puisque il y a sur cette même trajectoire la présence d'un petit objet qui a été récupéré, au cours duquel un groupe d'archéologues qui passait par hasard s'est trouvé confronté. Et là, quand ils ont vu cet objet, ils ont été étonnés et ils ont envoyé immédiatement un étudiant pour essayer de téléphoner au shérif de la ville de manière à essayer d'entreprendre un sauvetage de ce qu'ils pensaient être un accident d'avion.
Alors, après ces crashs, les forces armées américaines alertées vont venir récupérer des matériaux, des débris et, dites-vous, des corps, 2 ou 3, ainsi qu'un probable survivant. Alors, est-ce qu'on peut commencer par ces corps et ce survivant, excusez-moi, plus d'une dizaine de témoins ont décrit comme d'apparence singulière. Oui, alors exactement 12 témoins qui ont été rapportés par des témoins qui ont constaté soit sur les lieux, comme des militaires qui l'ont constaté, soit par hasard. Un peintre en bâtiment, par exemple, qui se trouvait ce jour-là en train de repeindre une façade, voit arriver devant l'hôpital des soldats qui étaient accompagnés par un petit être qui, en fait, est rentré dans l'hôpital. Et il s'avère que un certain nombre d'autres témoins qui sont allés par la suite observer dans un hangar où il y avait à la fois l'objet et des corps qui étaient sur des chariots. En fait, ils ont observé un certain nombre de corps qui ont été décrits comme des êtres qui étaient anthropomorphes, qui étaient de petites dimensions et qui avaient à peu près les mêmes caractéristiques que les humains, sauf qu'ils avaient une tête un peu plus volumineuse. En général, ils avaient des yeux en forme d'amande, d'où un peu l'image qu'on a aujourd'hui de ce qu'on dit les petits extraterrestres, les petits hommes verts, mais qui ressemblaient tout à fait à la description qu'en ont fait tous ces témoins. Ils ont vu, ces gens, un petit être pénétrer dans un hôpital avec des soldats. Absolument. Et ça, c'est un témoignage qui a été recueilli et qui est très clair. Mais il vient se rajouter à d'autres témoignages qui sont pas effectivement similaires au niveau du fait d'avoir vu un être vivant qui a pénétré l'hôpital, mais qui ont vu effectivement les corps. Les corps ont même été autopsiés. Il y a eu une pré-autopsie qui a été faite par un docteur, on connaît le nom, et il a parfaitement décrit dans sa description de son autopsie les caractéristiques de ces êtres. Alors, pendant qu'on parle de l'autopsie de ce corps, de ces corps, il y avait dans les années 90 une vidéo qui a circulé dans les médias. Oui, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Alors, j'ai participé en fait à la projection de ce film. Et tout de suite, je me suis posé la question, mais d'ailleurs, le CNES m'avait envoyé en mission pour essayer d'avoir des informations sur cette affaire qui était vraiment exceptionnelle, puisque là, on indiquait que, en fait, on avait un extraterrestre qui était autopsié. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que le corps qui a été autopsié ne correspondait pas du tout à ce qui a été observé à Roswell. Pourquoi? Parce que à Roswell, les gens qui ont décrit les corps, et il y en a beaucoup, hein, des observateurs qui l'ont fait, ont décrit que ces corps possédaient une main avec 4 doigts. Or, dans le film en question, il y a 6 doigts. Alors, est-ce que ça pose la question de Roswell? Oui, ça pose la question de Roswell parce que le film était indiqué Roswell en dessous. Mais c'est certainement un montage qui a été fait. Donc c'est un faux alors? Non, c'est pas forcément un faux. Il y a des tas de gens qui ont émis des hypothèses sur un faux en disant oui, c'est une momie en plastique qu'on a autopsiée. Mais c'est pas vrai du tout. Vous avez par exemple des médecins qui se sont penchés sur cette affaire et qui ont dit qu'on avait affaire à un corps qui était autopsié. En particulier, un médecin qui s'appelle le docteur Braun, qui avait été invité d'ailleurs par un journaliste qui s'appelait Jacques Pradel, et qui avait décrit l'autopsie comme étant une autopsie tout à fait réelle. Les instruments correspondaient aux instruments de l'époque. La seule différence, c'est que la question que je me pose, c'est est-ce que ce film n'est pas celui d'une autre autopsie d'une autre autopsie qui a été faite, qui n'a rien à voir avec Roswell. Ça, c'est ma conclusion. Maintenant, il est possible qu'il y ait eu d'autres affaires similaires. Mais comme on est dans un climat aussi, je dirais, de désinformation, et là, c'est clairement un climat de désinformation active qui fait que on amplifie en fait quelque chose de manière à discréditer la réalité d'une chose. Comme on va dans le sens inverse quand on dit que, par exemple, Roswell, c'est des ballons météorologiques. C'est exactement la même chose. En fait, il y a beaucoup d'éléments qui permettent d'accréditer quand même l'existence de ces petits êtres qui accompagnaient le crash de cet ovni. Alors, concernant maintenant les objets et les débris qui ont été retrouvés sur le lieu des crashs, on va peut-être pas pouvoir parler de tout, mais en tout cas, vous parlez du matériel, une coque en nitinol, un mélange de nickel et de titane, et puis expliquez-nous ce que c'est, et puis aussi, on va parler du système de propulsion de cet engin. Absolument. Alors,
Pour en revenir au débris, les gens ont été confrontés à quelque chose d'assez extraordinaire. Quand ils avaient entre les mains ces matériaux, ils avaient des caractéristiques mécaniques tout à fait étonnantes. En particulier le fait que quand on les pliait, ils revenaient dans leur forme initiale. Les feuilles très minces, qui ressemblaient un peu du papier d'aluminium qu'on utilise dans la cuisine, vous les froissiez, et à ce moment-là, elles redevenaient spéculaires. C'est-à-dire qu'elles ne présentaient aucun signe. Le témoin principal, le fameux Mac Brazel, qui était donc le fermier qui a récupéré dans son champ tous ces débris, il expliquait qu'il en avait pris un morceau, qu'il mettait dans son pick-up, et avec un fusil, il tirait pour le montrer à ses amis ce qui se passait. Et en fait, quand l'objet était percuté par la balle, l'objet n'avait aucune trace. Donc, c'était un métal qui avait des caractéristiques tout à fait étonnantes. Il s'avère que ces matériaux ont été ensuite exploités au niveau d'une analyse. C'est ce qu'on appelle la rétro-ingénierie. Et donc le colonel Corso, qui a écrit un livre sur cet ouvrage, a été un de ceux qui a indiqué, puisqu'il avait travaillé sur le sujet, qu'on a utilisé ces métaux dans le cadre de nos activités actuelles, par exemple en aéronautique. Le tungstène, surtout le titane. Le titane qui est un métal qu'on savait être parmi les métaux qui existaient, mais qu'on n'avait pas encore exploité sur le plan industriel. Or, il s'avère que, avec le développement des instruments, on a pu répartir tout à fait entre le titane et le nickel, la proportion des deux métaux. Et on a réussi à reproduire certaines caractéristiques de ce fameux métal qu'on appelle le nitinol. Et figurez-vous que, comme beaucoup de gens, j'ai été opéré au niveau de mon cœur. On m'a posé un stent. Et j'ai posé la question au chirurgien en lui demandant, mais vous savez en quoi c'est fait le stent? Il me dit un nitinol. Et à ce moment-là, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire, mais vous savez que c'est probablement quelque chose qui date de 1947. Probablement, vous dites. Probablement, mais bien entendu, j'ai pas encore la preuve absolue. Ouais. Mais pourquoi on le sait? Parce que vous avez des enquêteurs américains qui ont fait une enquête, qui se sont servis des documents déclassifiés dans le cadre d'une loi qui s'appelle la FOIA, et qui ont permis de remonter jusqu'à la source où on a récupéré les débris, et on les a, par le biais du complexe militaro-industriel, on a en fait utilisé tout le complexe militaro-industriel pour pouvoir en fait exploiter ces matériaux. C'est ainsi que on a fait des développements dans l'électronique, on a fait des développements dans les fibres optiques, par exemple, à partir de ce qu'on a considéré comme des fils de pêche à l'époque. Et donc, si vous voulez, la rétro-ingénierie qui a été communiquée par le colonel Corso, elle permet aujourd'hui de dire, ben oui, qu'on a utilisé une grande part de ce qui a été trouvé à Roswell pour le développement de technologies utilisées actuellement. Et alors, sur le système de propulsion de cet engin, vous expliquez qu'il relèverait de ce que l'on appelle la magnéto-hydrodynamique. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est un des aspects, peut-être, qui permet de comprendre pourquoi ces objets qui se déplacent à des vitesses hypersoniques ne génèrent pas de bruit. Hypersonique, c'est-à-dire au-delà de 1200 km/h. J'explique dans le livre en particulier les trois domaines dans lesquels se déplacent les avions. Donc le domaine hypersonique étant celui au-delà du mur du son, qui a été franchi seulement en 1947, je crois, au mois d'octobre, aux États-Unis. Et donc à cette époque-là, juste après. Et oui, juste après, bien évidemment, juste après. Quand Kenneth Arnold après le crash, fait son observation au-dessus du Mont Rainier, il voit des objets, il mesure la vitesse de ces objets, ils se déplaçaient à 1800 km/h. C'était incompréhensible. Donc là, alors pourquoi la météo-hydrodynamique? Parce qu'on sait aujourd'hui qu'en associant des champs électriques et magnétiques très puissants, selon les lois de la physique de la place, en fait, on crée un espèce de vide autour de l'objet. Et ça lui permet de se déplacer. Sans frottement dans l'air. Sans frottement dans l'air. Donc d'enlever, en fait, tout ce qui peut apparaître comme étant des traînées. Et donc c'est le domaine dans lequel ils travaillent, les Américains, et les Russes aussi. Mais le problème, ça n'explique pas la propulsion. Parce que pour défier les lois de la gravité, comme on a l'air de le penser avec ces objets, il faut autre chose. Et je pense qu'on n'a pas encore trouvé ni l'énergie, ni le système de propulsion. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le secret reste encore entier. Alors,
Jean-Jacques Velasco, est-ce que vous pouvez expliquer les causes de ce crash et surtout pourquoi à cet endroit précis aux États-Unis? Alors, Roswell, c'est pas n'importe quel endroit. Roswell, ça fait partie d'un triangle, ce que j'appelle le triangle d'or, autour duquel on a tout ce qui concerne en fait le domaine de la stratégie du nucléaire et des vecteurs qui vont avec. Vous avez dans un périmètre d'à peu près 200 km Los Alamos, là où la bombe atomique a été développée. Vous avez les bases de Kirtland, de Sandia qui sont à Albuquerque. Et vous avez Whitesand, dans lequel Van Braun effectuait les lancements de V2, qui étaient récupérés dans le cadre des opérations de récupération des V2. De la Seconde Guerre mondiale, oui, ces missiles. Exactement. Et donc, dans cette partie-là, on s'aperçoit que la plupart des cas d'observation, je dis bien d'ovnis, et pas de panne, parce que je suis bien le distinguo entre les ovnis et les pannes, sachant que les pannes, c'est une observation visuelle, alors que les ovnis, c'est lorsqu'on a une acquisition par des instruments physiques, radars ou des traces. Puisque apparemment, le cas de Roswell, c'est un cas qu'on peut considérer comme un cas d'ovni. Eh bien, quand vous juxtaposez à la fois les explosions nucléaires dans l'atmosphère, 543 entre 1945 et 1995, avec les observations d'OVNI et notamment les observations aéronautiques qui sont déterminées avec les radars comme étant des observations d'OVNI, vous avez une superposition des deux courbes. Et en particulier, à partir de 1947, vous avez des vagues, ce qu'on appelle d'observation. En 47, c'est évident. Vous avez à peu près 500 cas d'observation au-dessus des États-Unis entre mai et juillet. Et vous expliquez que les explosions atomiques sont les seules manifestations humaines visibles depuis l'espace. Ça peut être un élément. Ça peut être un élément. Pourquoi c'est un élément? Parce que on peut voir côté nuit l'illumination des villes aussi. Je vais vous donner un exemple très précis. Quand on a des satellites qui étudient les explosions de supernovas, c'est-à-dire des étoiles lointaines qui explosent, elles ont un spectre électromagnétique qui est dans l'ensemble du spectre électromagnétique, infrarouge jusqu'aux hyperfréquences. Et ça, c'est une étoile à neutrons qui explose. D'accord? Elle est à des dizaines, voire des centaines d'années-lumière. Elles sont détectées par nos satellites. Mais imaginez sur une planète le même type d'explosion qui se produit, parce qu'une bombe atomique, c'est une bombe dans tout le spectre électromagnétique. Et ça forme ce qu'on appelle un Dirac en physique, c'est-à-dire un pic extrêmement violent. Si vous avez des instruments qui sont à la portée d'une civilisation, bien évidemment, qui est capable de détecter ce genre eh bien, ils vont venir voir ce qui se passe. Et il semblerait que cette corrélation établie soit en correspondance avec quelqu'un qui nous observe. C'est une hypothèse, mais je pense qu'elle a une signification tout à fait intéressante à explorer. Est-ce que vous avez une explication sur l'origine du crash de cet engin? Vous savez, tout système électronique, tout système mécanique, il peut avoir des pannes. Il n'y a pas de technologie infaillible. Et il suffit que vous ayez un système électronique qui soit défaillant. Et là, en l'occurrence, il semblerait que ce soit un système de pilotage. Parce que ce que je constate par l'observation des Wiimotes, c'est que vous avez, par exemple, la vitesse qui n'a pas évolué. La vitesse, elle est restée constante. Donc ça veut dire que le système était propulsif. On n'a pas affaire à un objet qui chute du ciel. On a un objet qui est dans une trajectoire rectiligne. Donc ça veut dire que... Ils n'ont pas réussi à redresser, quoi, l'engin. Le système n'était plus piloté. C'est tout. Alors, la Roswell Air Army Field va publier un communiqué le 8 juillet 1947 indiquant qu'elle a capturé une soucoupe. Oui. Version peu après démentie par un général de la 8e Air Force qui parle alors d'un ballon météorologique. Bien évidemment. À ce moment-là, l'enquête va s'arrêter et reprendre en 1978, donc des années après, des décennies après. Qu'est-ce qui va relancer l'affaire ? Alors, ce qui va relancer l'affaire, c'est qu'un des officiers qui avait participé à la récupération des débris, le major Jess Marcel, va donc révéler. Il a été retrouvé par hasard par un scientifique qui s'appelle Stanton Friedman, qui était un enquêteur. Physicien nucléaire par ailleurs. Absolument. Qui va donc le rencontrer. Et Jess Marcel va lui expliquer qu'il a été sur les lieux, qu'il a récupéré des débris, et que pour sa part,
Il n'avait jamais constaté de telles caractéristiques à des matériaux, puisque lui était quand même le chef du service des renseignements technologiques de la base de Roswell. Donc c'était quand même un officier supérieur de qualité et compétent. Il a même rédigé un rapport après Roswell sur la bombe atomique soviétique. Donc c'est quelqu'un qui était compétent. Et donc il va révéler que les matériaux qu'il a eu entre les mains ne pouvaient pas être d'origine terrestre. Il dit ceci exactement, vous l'expliquez dans votre livre, les débris n'avaient rien de terrestre. Absolument. Et à partir de là, l'enquête a redémarré. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des dizaines d'enquêteurs se sont penchés sur le cas. Des centaines de témoins ont été retrouvés. La plupart militaires, bien évidemment. Parce que beaucoup ont parlé à la fin de leur vie. Ils risquaient plus rien sur le plan de leur carrière, etc. Et donc ces gens-là ont expliqué. Les uns étaient à l'hôpital pour garder l'hôpital, les autres étaient dans le hangar les autres étaient pour transférer des matériaux. Et chacun a rajouté sa petite pièce. Et le travail que j'ai fait, c'est en fait un travail d'investigation. J'ai fait un cold case, quoi. J'ai récupéré répondre à la question suivante à chaque fois. Où, quand, comment, pourquoi. Et par conséquent, où le soldat se trouvait à cet endroit, qu'est-ce qu'il avait? Il a raconté qu'il avait des matériaux bizarres. L'autre, il était à l'hôpital, il a vu des cadavres qui étaient... Et en recoltant tous ces petits éléments les uns après les autres, eh bien, vous arrivez à reconstituer le scénario de ce qui s'est passé dans cette affaire. C'est ce que j'ai simplement essayé de faire. En 1995, une enquête officielle est demandée par le sénateur du Nouveau-Mexique, Steven Schiff. Alors, comment vont réagir les autorités américaines à cette demande d'enquête? Elles vont réagir de la façon traditionnelle. À savoir, d'abord, ils sont obligés de répondre, puisque c'est une enquête fédérale. Et donc, le sénateur Schiff s'est adressé au Government Accounting Office, qui est une sorte de Cour des comptes américaine, donc à l'État fédéral. Et là, il va demander les documents administratifs à toutes les administrations qui avaient participé à un degré quelconque à Roswell. Et il va interroger en particulier l'US Air Force. Il va leur demander de lui fournir les documents. Et là, l'US Air Force a perdu ou égaré les documents. Ils vont pas lui apporter. Donc, résultat, il va en déduire. Ah ben oui, mais moi je peux pas continuer mon enquête. Donc ça continue. Mais pourquoi ces documents étaient importants? Parce que s'ils avaient trouvé les documents en question, eh bien ils auraient pu reconstituer tous les vols qui ont eu lieu à partir de Roswell. Les vols qui arrivaient de Washington, les vols qui repartaient avec des débris, les vols qui repartaient avec certaines personnes. Et ça aurait pu permettre de reconstituer dès 1995 le scénario que j'ai reconstitué dans cette enquête. En 1997 ensuite, vous le citiez tout à l'heure, c'est un ancien officier de l'armée de terre, le lieutenant-colonel Philippe Corso. Lui, il affirme avoir été le témoin du transfert secret entre Roswell et Washington d'un corps dans une sorte, dit-il, de bocal hermétique. Oui, tout à fait. Alors, en fait, le colonel Corso, il a joué un rôle particulier puisqu'il a été chargé dans les années 60 par le général Trudeau, donc au Pentagone, de suivre le dossier Roswell. C'est-à-dire qu'il avait en charge tous les aspects liés aux matériaux, au corps, etc. Et donc son travail était de dire, ben voilà, sur tel domaine, on a abouti à ça. Mais en plus, il a assisté, lorsqu'il était officier d'une base, au transfert d'un de ces corps par la route. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils étaient en fonction de assez peu de corps, ils n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont pris dans un premier temps la route, mais ils ont pris aussi les airs. Et il semblerait que le mercredi 9 juillet, un vol spécial est passé par le Fort Worth, où il présentait justement les ballons à la place des corps, et que ce vol ait eu lieu en direction de Washington. Et là, à Washington, il y a des médecins qui attendaient pour faire l'autopsie. Et on sait exactement le nom du médecin, il s'appelle Dr. Johnson, et les corps ont été autopsiés à l'hôpital Walter Reed de Washington. Vous voyez, on a beaucoup d'éléments. Et tout ça, on le doit à des enquêteurs privés américains qui, dans les 40 années qui nous séparent du moment où on a découvert l'affaire, eh ben, on fait comme un travail de fourmi, que je tiens d'ailleurs à souligner, parce que le travail que j'ai fait, c'est un travail en fait de compilation de l'ensemble de ces données.
Et comme on ne peut pas avoir accès officiellement, puisqu'il y a un blackout sur cette information de la part de l'armée américaine, du Pentagone surtout, mais initialement, c'était... Oui, il s'agit pour eux de garder pour la recherche américaine ce qu'ils ont pu tirer comme conclusion. Mais aussi sur les conséquences au niveau de la société. Ouais. Il faut quand même s'interroger sur le fait que si on libère cette information, ça va pas mal perturber les esprits. Et alors, c'est ce que votre postfacier Alain Juillet explique dans votre ouvrage, Jean-Jacques Velasco. Il parle de ce David Grush. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce monsieur? Oui. Il a fait parler de lui en 2019. Bien sûr. Il a fait parler de lui par le fait que c'était en fait un lanceur d'alerte qui, à mon avis, reçu des informations qui ont fuité. Parce qu'il n'est pas le premier. Il y avait avant lui Luis Elizondo, il y en a eu d'autres avant qui ont... Il a été entendu, ce monsieur, par une commission au Congrès américain après la révélation, la diffusion de ces images par le Pentagone, je crois, de ce qu'on appelle un ovni, filmé par des F-18 américains. Luis Elizondo. Dont vous parlez pour le F-18. Mais il y a mieux encore. Il y a depuis quelques semaines une vidéo qui circule sur deux drones Reaper qui ont en fait frappé avec un missile un ovni. Et ça date d'il y a à peu près un mois. Et la présidente de la commission du Sénat, qui s'appelle Madame Paula Luna, qui à mon avis c'est assez étonnant pour ces gens qui sont maintenant au Sénat et qui veulent savoir la vérité entre guillemets, qui sont étonnés de voir que on leur cache des informations alors qu'ils sont censés en avoir le fruit. Mais là c'est pareil. Je pense que le Pentagone a un certain nombre d'éléments qui comme ça apparaissent comme étant des cas. Et la réponse du Pentagone, elle était très, très simple. C'était de dire, c'est du complotisme. C'est bien évidemment du complotisme. Nous, on peut pas vous apporter la réponse parce que on était en conflit, c'était en mer Rouge avec les Houthis, et c'est probablement un missile qui a touché un drone. En fait, le missile en question, quand on regarde bien les images, je les ai regardées, le missile en question, il détruit pas l'objet là qui circule. En fait, c'est le missile qui est détruit. Parce que c'est l'arrière du missile qui touche l'objet et l'objet continue tranquillement sa route sans être perturbé. Ça veut dire que le métal qui était en jeu, eh ben il était peut-être aussi dur que celui qui a été trouvé en 1947 à Roswell. Donc on est sur des équivalences au niveau des comportements de ces objets par rapport à nos technologies. Et peut-être un dernier mot sur ce David Grush. Qu'est-ce qu'il a révélé? Qu'est-ce qu'il a dit à cette commission d'enquête? Alors, il a dit simplement que, en fait, l'armée américaine possédait des restes d'un objet qui s'était crashé à Roswell. Mais il a dit aussi une chose qui est assez surprenante et qui est publique. Il a dit que 3 présidents américains étaient dans la boucle, mais qu'ils ne pouvaient pas les révéler. Voilà. Sans citer leur nom. Oui. Alors, c'est amusant, c'est que quand j'ai fait justement la chronologie de ces affaires, on voit que le président Truman, c'est lui qui a organisé toute la récupération et toute l'analyse de ça. C'était le président en exercice en 47. Exactement. Que le général Dwight Eisenhower, qui était le chef d'état-major de l'armée, qui était son successeur. Et le troisième, c'était Richard Nixon, le successeur de... Donc, les 3, on les connaît. Et donc, Donald Trump n'a pas fait des promesses de révélation en la matière. Mais comme il a fait pour Kennedy, par exemple, c'est pareil. Il dit, je vais vous faire des révélations. Mais je pense que le problème est tout autre que pour Kennedy. C'est que là, vous avez sans doute le Pentagone qui ne veut pas que l'information sorte. Et donc, les politiques, tels qu'ils soient, aujourd'hui ou hier, il y a même d'autres qui ont essayé avant lui, tous les présidents. Je me souviens très bien du producteur de cacahuètes là, qui effectivement avait dit, moi j'ai vu un ovni, mais je vais vous dire, on va libérer les choses. Jimmy Carter. Jimmy Carter, oui, c'est vrai, je me souviens plus de son nom, mais je savais qu'il était exploitant de cacahuètes. Oui. Et puis ensuite Obama, qui avait dit en toute bonne foi, moi je vais vous ouvrir les dossiers. Là, on fait pareil. Et pourquoi le Pentagone, et on va vraiment terminer là-dessus parce qu'on est en train de dépasser le temps en partie, mais pourquoi le Pentagone redoute-t-il à ce point de dévoiler ces informations? J'en mettrai en cause beaucoup de choses. Et je pense que pour l'instant, ils veulent garder la mainmise dessus. C'est tout, il n'y a pas d'autre raison. Voilà.
Jean-Jacques Velasco, votre ouvrage s'appelle Roswell, l'enquête qui change tout. C'est l'ouvrage de toute votre recherche professionnelle. Merci à vous. Et personnel, parce et que... personnel. Professionnel, non, professionnel... Vous y avez passé quelques nuits aussi. Exactement. Oui. Merci à vous, monsieur, d'avoir accepté notre invitation.